Je suis docteur en études indiennes, spécialisée en philologie sanskrite, ce qui veut dire que je mène une recherche sur l'Inde ancienne, et particulièrement son histoire, et que pour mener cette recherche, je me base sur l'édition critique des sources primaires, aussi bien manuscrites qu'épigraphiques. Alors par exemple, ma recherche doctorale s'intéressait à un mythe et à un rite atypique qui était narré dans le Skanda Purana, un texte ancien qui a été composé vers la fin du VIe siècle en sanskrit, dans le nord de l'Inde. Et donc après avoir déchiffré, comparé et traduit 6 manuscrits de ce texte, j'ai pu établir le texte, l'analyser, le comprendre et expliquer pourquoi dans cette œuvre en particulier la déesse Parvati, donc la grande déesse, ne peut pas avoir d'enfant et est obligée d'avoir une maternité adoptive. Et ensuite j'ai à partir de là évalué la diffusion du rite qui était associé à ce mythe. Un rite qui consiste à adopter un arbre comme un fils, donc ce qui est plutôt surprenant en contexte indien. Et pour ma recherche postdoctorale, donc elle a débuté là pour le coup sur un autre type de source. Je me suis intéressée à un corpus épigraphique d'Orissa qui est les inscriptions qui ont été produites sous la dynastie Somavamshin, qui est une dynastie qui a régné du 9e au 12e siècle. Alors cette fois, je n'avais pas les sources photographiées, donc j'ai dû partir en Inde pour photographier les inscriptions. Et ce travail est vraiment important parce qu'on a pu donc avoir des très bonnes photos et aussi documenter, contextualiser avec des métadonnées où se situent ces inscriptions, quelles mesures elles ont, etc. Et puis avec des technologies comme la RTI, donc la Reflectance Transformation Imaging, donc une technologie qui est maîtrisée par la Visual Data Manager du projet ERC, on a pu reconstituer des images de ces inscriptions avec voilà, la possibilité de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et améliorer du coup l'édition des textes. Alors cette fois l'édition elle a été faite de façon numérique, avec un encodage dans le langage de balisage XML-TEI. Et passer par ce type de langage pour encoder et pour éditer un texte m'a permis notamment de gagner en efficacité sur l'analyse du corpus. Et j'ai pu par exemple voir avec plus de précision les crises de succession qu'il y avait au sein de cette dynastie et reconstituer en quelque sorte l'histoire ancienne de l'Inde. Le projet BESTOW, Benedictive and Exhaustative Stanza, a Suite of Officially Uttered Words, se focalise sur un type de texte particulier ou plutôt un type de phrase particulière, qui sont des stances qui glorifient la pratique du don, qui exhortent tout à chacun à protéger les dons qui ont été faits et qui maudissent ceux qui voleraient les terres données. Alors ces stances sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont été citées dans de nombreuses donations de terres, mais aussi sur des monuments, sur des stèles commémoratives, mais on les trouve également dans des textes religieux comme les Puranas et dans des textes juridiques comme les Dharmashastras. Alors ce qui est aussi très surprenant avec ces stances, c'est que c'est des stances qui visent à protéger le don, on les trouve dès le IVe siècle, mais on les trouve encore citées jusqu'au XVIIe siècle, donc c'est vraiment sur une très longue période. Mais on les trouve aussi citées dans toutes les régions de l'Inde, mais aussi, encore plus surprenant, dans des inscriptions qui sont écrites en Telugu, en Kannada, en tamoul, mais aussi en khmer ou en javanais. Donc ces stances formulaires apparaissent un peu comme un fond culturel commun qui serait passé de génération en génération et pendant des siècles et sur un territoire extrêmement vaste, donc au-delà des frontières de l'Inde. Donc mon objectif en m'intéressant à ces stances sanskrites, c'est d'être capable de visualiser cette circulation justement, de cartographier les usages qui en ont été faits. Parce qu'en fait, ces stances font appel à des concepts comme les enfers, la renaissance, le karma. Et en plus, elles sont souvent liées à des donations qu'on a faites à des brahmanes. L'objectif est de vraiment essayer de comprendre comment ces stances ont pu participer à ce qu'on appelle l'institutionnalisation de l'hindouisme dans l'Asie du Sud et du Sud-Est. Et c'est en ça que cette investigation colle parfaitement à la problématique du projet ERC Dharma. Domestication of Hindu Asceticism and the Religious Making in the South and Southeast Asia,
projet qui fédère de grandes institutions, donc le Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes du CNRS où je travaille, l'École française d'Extrême-Orient et l'Université Humboldt ainsi que l'Orientale de Naples. Ma méthodologie repose sur le principe de réutilisation des données, de leur pérennisation, et puis de leur partage en libre accès. Alors je ne pars pas de zéro évidemment, hein, je n'ai pas été la première à avoir remarqué la répétition de ces stances et leur circulation. Donc il y a notamment un philologue, un prolifique philologue du XXe siècle, Dinar Chandar Sircar, qui a établi une liste de 164 stances qu'il a collectées à partir d'environ 400 inscriptions qu'il a consultées. Alors cette liste est évidemment extrêmement précieuse, mais en gros depuis 1965, elle n'a pas été mise à jour. Et puis les stances qui sont listées n'ont pas été traduites, et elles ne sont pas non plus reliées à des métadonnées qui permettraient de les cartographier. Donc il les a juste listées, mais on ne sait pas d'où elles viennent, dans quelle inscription elles ont été citées, de quelle époque, dans quel lieu elles ont été utilisées. Donc la première tâche qu'il y a à accomplir et que je suis en train de réaliser, c'est donc compléter cette liste établie par Sircar avec les métadonnées nécessaires pour cartographier, c'est-à-dire trouver la localisation, la période, la dynastie, etc. Mais aussi les traduire et référencer les concepts qui sont utilisés à l'intérieur de ces stances. Cela aboutira à une sorte de dictionnaire de stances utilisable par tous les épigraphistes qui pourra s'enrichir au fil des années des nouvelles découvertes, des nouvelles inscriptions qui ont été mises à jour. Alors ensuite, parallèlement à ce travail, je vais, pour pouvoir mettre cette liste à jour, avec l'aide du data manager du projet ERC Dharma, donc Michael Meyer, on va pouvoir moissonner les éditions numériques d'inscriptions qui ont déjà été encodées par les membres du projet. Donc c'est là où je réutilise des données qui sont déjà existantes. Et l'avantage d'aller moissonner ces éditions encodées par les membres du projet, c'est qu'elles sont liées pour le coup à des métadonnées comme la localisation, l'époque, la dynastie. Alors l'ensemble des jeux de données collectés seront seront stockés dans des entrepôts et organisés dans une base de données qui sera interrogeable et qui sera en licence libre et qui a pour but d'être complétée au fil du temps. Alors mon engagement se traduit d'abord par des actions personnelles. C'est-à-dire que je dépose mes résultats de recherche sur HAL, qui est une plateforme en ligne d'archives ouvertes de la production scientifique, qui est maintenue par le CCSD, le Centre pour la communication scientifique directe. Alors par exemple, après une conférence grand public que j'ai donnée au musée Guimet, j'ai déposé en ligne ma présentation de sorte que le public puisse retrouver par exemple les noms d'œuvres qui avaient été cités pendant cette conférence. Mon engagement en faveur de la science ouverte va aussi de pair avec un engagement dans l'open éducation. Donc tous les cours que je donne à l'INARA, l'Institut des langues rares, sont ouverts à tous, sont dispensés en distanciel pour lever la barrière géographique. Et je dépose aussi tous les outils et supports pédagogiques en ligne, en libre accès. Alors pour aller plus loin dans mon engagement en faveur de la science ouverte, en 2021, j'ai incité le groupe de recherche en études indiennes à créer leur collection Algré afin de rendre accessible à tous les monographies, les articles, la recherche de tous les membres de l'unité. Et enfin, j'avais envie de m'engager encore plus intensément, à une plus grande échelle pour la science ouverte. Et en juin 2022, je suis devenue ambassadrice HAL. Alors, par ce rôle d'intermédiaire entre HAL et les chercheurs, je contribue à améliorer la plateforme HAL, à développer des moyens pour encourager les pratiques en faveur de la science ouverte. Et puis, j'essaye aussi de mieux faire connaître HAL au sein de la communauté scientifique, mais aussi au sein de la société. Alors, les réunions avec les ambassadeurs, par exemple, ça me permet de me tenir informée des avancées en matière de sciences ouvertes, mais pas uniquement dans ma discipline, vraiment dans toutes les disciplines. Et puis, ça me permet aussi d'avoir une pratique réflexive sur ma méthodologie, sur ma propre recherche. Et en tant qu'ambassadrice, je vais aussi à la rencontre d'étudiants de tous niveaux, de bibliothécaires, de chercheurs et d'un public plus large. Alors par exemple, lors des rencontres de la recherche qui ont été organisées par la DIRVED de l'Université Sorbonne Nouvelle, avec Hélène Bénis, donc du CCSD,
Emeline Juillard et Laurent Nabias de l'Université Sorbonne Nouvelle, on a proposé des activités destinées aussi bien au grand public qu'aux étudiants et aux chercheurs pour mieux faire connaître AAL et la science ouverte. Donc par toutes ces actions, en gros, j'espère faire de la science un véritable bien commun. Voilà.